Bonjour, je suis la conteuse des 1001 nuits. La dernière fois, nous avions vu que les 3 dames avaient accueilli, en plus du portefaix, 3 calenders, c'est-à-dire des moines mendiants, mais également 3 prétendus marchands, qui étaient en fait le sultan, son vizir et un porte-glaive. Les 7 hommes avaient assisté à d'étranges rituels très inquiétants. Mais les 3 dames avaient demandé de ne pas se mêler de ce qui ne les regardait pas. Or, ils avaient été horrifiés par l'étrange spectacle, et ils avaient interrogé les jeunes femmes. Celles-ci s'étaient mises en colère, puis avaient commencé à rire. Alors une des jeunes femmes prit la parole et leur demanda « Dites-moi qui vous êtes, car il ne vous reste qu'un moment à vivre. » Elle se tourna vers les calenders. « Êtes-vous des frères ?»« Non, dirent-ils, nous ne sommes que de pauvres étrangers. »« Mais êtes-vous nés borgnes ?»« Non, moi j'ai perdu un œil dans une circonstance extraordinaire. » Et les 2 autres calenders dirent la même chose. « Nous sommes chacun d'un pays différent, et nous avons vécu une incroyable aventure. » Intriguée, la jeune femme leur dit « Chacun de vous va nous dire son histoire et ce qui l'a amené ici. Après quoi, qu'il se passe la main sur la tête et qu'il aille son chemin. » Le premier à prendre la parole fut le portefaix. « Moi, je suis un portefaix et j'étais amené par cette dame-là. Elle m'a demandé de porter les courses qu'elle ferait. Alors nous sommes allés chez le marchand de vin, le boucher, le marchand de fruits et légumes, de fruits secs, et puis de là nous sommes venus jusqu'ici, et vous savez le reste. Voilà, c'est mon histoire, un point c'est tout. Alors passe ta main sur ta tête et va-t'en, dit la jeune femme. Non, moi je voudrais entendre l'histoire de mes 3 compagnons. Le premier calender prit la parole. Histoire du premier calender. Eh bien voilà, si j'ai le menton rasé et un œil en moins, c'est pour les raisons suivantes. Mon père était roi, et son frère était également roi, mais d'une autre ville. Ma mère me mit au monde le même jour que mon oncle eut son fils. Alors j'allais souvent en visite chez mon oncle, et j'étais très bien accueilli par lui et par mon cousin. Un jour que j'étais chez lui, nous avions bien mangé, bien bu. Et puis mon cousin s'est tourné vers moi et il m'a dit « J'ai quelque chose à te demander. » Alors je l'assurai de toute mon affection et je fis le serment de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour le contenter. Alors il sortit de la pièce, il revint avec une très belle jeune femme revêtue d'habits précieux. Puis mon cousin m'expliqua. « Voilà, vous allez aller tous les 2 jusqu'au cimetière. Vous entrerez dans ce monument-là et vous m'attendrez. » C'est ce que je fis, je partis avec la jeune femme, et nous allâmes jusqu'au monument qu'elle me montra, et nous rentrâmes à l'intérieur. Puis mon cousin arriva, il avait un seau d'eau, un sac de plâtre et une pioche. Et il se mit à démolir une tombe dans le monument. Il frappa, jusqu'à ce qu'on aperçût une trappe en fer. Il souleva la trappe, et dessous, il y avait un escalier en colimaçon. Il se tourna vers la jeune femme et lui dit « Tu peux encore choisir. » Mais la femme descendit l'escalier. Alors il se retourna vers moi. « Finis d'accomplir ta bonne action envers moi. Quand j'aurai disparu par là, remets la trappe. Remets comme il faut la terre par-dessus, fais du plâtre et enduis tous les pourtours des pierres, pour que cela soit exactement comme avant. » Puis mon cousin descendit par l'escalier en colimaçon. Alors je fis ce qu'il m'avait demandé. Je remis la trappe correctement, je replaçai de la terre dessus, je fis du plâtre, et j'enduisis les pourtours des pierres. Je retournai ensuite au château de mon oncle. Mon oncle était en train de chasser, et moi j'étais encore un peu ivre de tout le vin que j'avais bu avec mon cousin. Je me couchai, je m'endormis. Le lendemain matin, en me réveillant, je me remémorai l'aventure de la veille. Je regrettais toute cette histoire, je me demandais si ce n'était point un mauvais rêve.
Alors je me rendis au cimetière, je cherchai le monument où nous étions entrés avec mon cousin et la jeune femme, mais je n'arrivais pas à le retrouver, je ne le reconnaissais pas. Je rentrai au palais, très préoccupé. Le lendemain matin, je retournai au cimetière. Je cherchais, mais je ne le trouvais toujours pas. Et je fis ceci 7 jours de suite. Je faillis devenir fou. Je décidai alors de retourner chez mon père. Arrivé aux portes de la ville, une troupe d'hommes se jeta sur moi et me ligota. Quelle surprise! C'étaient les serviteurs de mon père. Je craignais pour ma vie. Mais où était mon père? Que s'était-il passé? Pourquoi? J'interrogeai les serviteurs. Ceux-ci gardèrent le silence, puis ils finirent par me dire que mon père avait été trahi et tué par son vizir. Je comparus devant le vizir, l'assassin de mon père. Ce vizir était mon ennemi depuis longtemps. En effet, autrefois, alors que j'étais tout jeune, je visais avec une arbalète un oiseau qui était posé sur la fenêtre du vizir. Mais j'étais maladroit et je manquai l'oiseau. Et le projectile toucha l'œil droit du vizir, qui perdit son œil. Mais comme mon père était le roi, il ne put rien me dire. Mais sa haine contre moi grandissait. Et là, maintenant, j'étais ligoté devant lui. Le vizir donna l'ordre qu'on me coupe à la tête. « Mais comment peux-tu me tuer alors que je n'ai commis aucune faute ?» Le vizir me montra son œil. « Mais c'était une simple erreur, une simple maladresse. » Il me dit que lui, ce ne serait pas une erreur et qu'il le ferait exprès. Il approcha son doigt tendu de mon œil gauche et le creva. Et c'est ainsi que je devins borgne. Puis, tout ligoté, il me fit jeter dans un coffre. Et il demanda à son porte-glaive: « Va hors de la ville, tue-le, et jette son corps aux bêtes sauvages. » Le porte-glaive obéit, il me conduisit hors de la ville, il me sortit du coffre, tout ligoté, et alors qu'il me bandait les yeux pour m'exécuter, il m'entendit pleurer. Cet homme, qui avait été le porte-glaive de mon père, et qui m'était redevable de quelques services, fut ému, mais il m'expliqua qu'il n'était qu'un esclave, qu'il respectait les ordres. Il finit cependant par s'émouvoir de mon sort, et il me libéra, en me faisant promettre de ne jamais revenir ici, parce que sinon le vizir me ferait tuer. Je baisai ses mains, je le remerciai, et je pris la fuite. Je me rendis dans la ville de mon oncle. Lorsque je lui appris ce qui était arrivé à mon père, à moi-même, à mon œil, mon oncle se mit à pleurer. Puis il me raconta son propre souci. Son fils avait disparu depuis des jours, il n'avait aucune nouvelle, et il pleura encore. Je lui racontai tout. Heureux, il pensait que son fils était encore en vie, alors il voulut aller voir la tombe. Mais je lui dis que je ne retrouvais plus l'emplacement, que j'avais eu beau chercher plusieurs fois, je ne l'avais jamais retrouvé. Je le guidai jusqu'au cimetière, nous cherchâmes ensemble, et je repérai le monument. Heureux, nous entrâmes, nous démolîmes la tombe à coups de pioche, nous trouvâmes la trappe, nous l'ouvrîmes, nous descendîmes les escaliers, et au bout de 50 marches, nous vîmes une épaisse fumée tout en bas. Alors nous avançâmes. Nous vîmes une salle pleine de farine, de sacs de grains, de vivres, et puis un peu plus loin, nous vîmes un lit qui était caché sous une tenture. Nous allâmes voir, mon oncle souleva la tenture, et là il vit son fils, et la femme, enlacés, mais ils n'étaient plus que des charbons noircis. Mon oncle se mit dans une colère noire, il cracha au visage de son fils, il le traita de misérable et qu'il avait mérité son sort. Mais l'aube arriva, et Scheherazade se tut. Elle racontera la suite de l'histoire du premier calendar la prochaine fois. Bonne nuit.